Merci beaucoup d'être là, Jonathan. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, et puis nous expliquer tes activités? Écoutez, déjà, merci à vous quatre pour cette interview. Merci pour votre temps. Donc, moi, je m'appelle Jonathan Sinivasan. J'ai 42 ans. Je suis franco-indien. Je suis né en France, mais j'ai grandi en Inde, notamment dans le sud de l'Inde, à Pondichéry, où j'ai eu mon bac. Alors aujourd'hui, moi, je vous vois aujourd'hui en ma qualité de représentant du Paris FC, un club de football professionnel qui, depuis quelques mois, a accédé à la Ligue 1. Mais surtout aussi en tant que représentant d'un actionnaire minoritaire indo-sri-lankais qui est actionnaire du club, qui est sponsor du club. Et donc cet actionnaire s'appelle Subhas Karan Ali Raja et il est le fondateur du groupe de télécommunications Lika Mobile. Et donc je suis aujourd'hui le directeur général de BRI Sport, qui est l'entité investissant dans le Paris FC, mais présent dans d'autres entités sportives, qui notamment en Angleterre, au club de West Ham, en Inde, dans des franchises de cricket et au Sri Lanka. Voilà. Et donc je suis administrateur. Donc pour info, je suis l'ancien directeur commercial et marketing du Paris FC. J'ai été nommé ensuite administrateur du club et directeur général de BRI Sport. Et je m'occupe aujourd'hui de représenter les intérêts de cet investissement et de coordonner le partenariat sponsoring de l'ICA Mobile au sein du club afin de promouvoir la marque, la visibilité, l'influence de l'entreprise au sein du Paris FC depuis 4 ans. Voilà. Et autre casquette, j'ai créé une boutique de conseil qui s'appelle Sonali Advisory, qui est exclusivement dédiée aux relations d'affaires entre la France et l'Inde, avec un focus sport, certes, mais pas que. Et donc, cette entité a vocation d'accompagner des entreprises, essentiellement des startups, des PME, des ETI, aller faire du business, aller pénétrer le marché indien en termes d'accompagnement stratégique, d'entrée sur le territoire, et aussi d'accompagner des entités indiennes, qu'elles soient privées ou publiques, États, ONG, associations, se rapprocher du marché européen et français. Voilà ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que vous voulez que je vous présente un petit peu mon parcours avant, mais ça peut être intéressant dans le cadre de la thématique. Juste une mention, c'est que j'étais auparavant au sein du club le directeur des affaires internationales de Paris Co, qui est l'agence de développement économique, d'innovation et de promotion internationale de la ville de Paris. Et mon job était très simple, c'était de parcourir la planète et de faire la promotion de la ville de Paris auprès d'entités étrangères pour qu'elles puissent se rapprocher de la France et de Paris. Et dans ce cadre-là, une de mes missions a été justement de promouvoir pour la ville de Paris les JO de Paris 2024 auprès d'entités privées et publiques, afin que, donc ça veut dire l'accueil de délégations, etc., en amont des JO, pour leur présenter la candidature parisienne des Jeux Olympiques. Voilà. C'était important de le préciser quand même. C'est hyper intéressant ça comme activité. Et par rapport à ça, tu travailles avec différents pays? Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on a mis, pendant la période où j'ai travaillé à l'agence, en place une quarantaine de partenariats à travers la planète. Les partenariats avaient pour objet de faciliter la circulation de start-up et seulement d'entrepreneurs étrangers pour qu'ils viennent s'installer à Paris, dans plusieurs secteurs d'activité. Et l'agence gérait une quinzaine d'incubateurs sectoriels. Un incubateur qui pouvait être dans la Sportec, le tremplin, qui pouvait être dans la santé, dans l'événementiel, donc le Paris
boosters dont Accor était partenaire. Et donc, l'objectif, c'était de faciliter, à contrario, la circulation des entrepreneurs parisiens à aller faire du business à l'étranger. Donc sur l'Inde, mais pas que, en Asie, en Afrique, aux États-Unis, en Europe. Donc dans ce cadre-là, on a mis en place une quarantaine de partenariats pour faciliter les échanges entre les entrepreneurs français, parisiens et étrangers. Ça, c'était pendant la candidature ou pendant l'organisation des JO? Alors, c'était pas pendant les JO, c'était vraiment en amont. C'était vraiment pendant on va dire, en amont de la cérémonie et des JO. C'était, on va dire, cette promotion des JO s'est faite, on va dire, de nombreuses années. Une fois que la candidature avait été validée, la ville de Paris, avec d'autres collectivités, que ce soit la région, a décidé et sur l'impulsion du COJO, de promouvoir la candidature le plus tôt possible. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait ça de nombreuses années avant Paris 2024, pour faciliter et présenter et promouvoir auprès de délégations étrangères comment les JO se préparaient, quel était le message que le COJO voulait délivrer dans le cadre de ces JO. Et donc ça s'est fait plusieurs années en amont de Paris 2024. D'accord, ok. Et justement, toi, en tant qu'acteur du monde sportif, en tant qu'administrateur du club Paris FC, quel a été ton ressenti de la préparation, de la candidature, puis de la préparation et puis du déroulé de Paris 2024? Et je vais ajouter une autre question parce que tu as parlé de ton expérience. Est-ce que, parce que tu as promu le JO pour tout le monde, et donc c'était quoi la différence entre quand tu as fait cette promotion et la vision que tu as eue versus comment ça s'est passé? Donc le ressenti une fois que les personnes ont... Ouais. Déjà, pour répondre à ta question, il y a déjà une immense fierté d'avoir pu être un petit acteur, mais d'avoir vécu les JO en amont, pendant, et puis même après, parce qu'il y a aussi cette notion d'héritage à avoir en tête. Une immense fierté parce qu'il faut dire les choses, ça a été une vraie réussite, ces Jeux Olympiques. Ça a été une immense fierté parce que on a pu mettre en avant le fait que la France, la région et la ville de Paris, et que la France est un acteur, est un pays de sport. Beaucoup de gens ont pu se poser la question, mais oui, aujourd'hui, et les JO l'ont démontré, la France est un vrai pays de sport, est un vrai pays de sport collectif. On le voit post-JO, notamment dans un club, dans le sport que je connais, c'est précisément le football. On le voit parce qu'on a un club ami qui est le Paris Saint-Germain, qui a gagné la Coupe d'Europe, qui est le meilleur club au monde. On a un joueur français qui a gagné le Ballon d'Or. On est un pays de sport individuel. J'ai envie de vous rappeler toutes les médailles que la France a gagnées lors des compétitions de natation, que ça soit aussi dans le judo. Et donc, c'est important de préciser donc une vraie fierté parce qu'on est vraiment une nation de sport. Et aussi une vraie fierté parce que ça a permis de montrer que le pays était attractif. Attractif d'un point de vue effectivement sportif, mais attractif aussi d'un point de vue événementiel et organisation d'un événement pour lequel on a eu une vraie lumière pendant 2 semaines et sans compter aussi derrière les 2 autres semaines, 10 jours après pour les Jeux paralympiques. Et ça a été aussi une réussite, que ce soit en matière de sécurité, que ce soit en matière d'organisation, que ce soit en matière d'accueil de délégation, que ce soit en matière d'organisation. Et donc, on a eu un vrai engouement. Et donc,
il faut dire les choses, ça a été une vraie réussite. Et on sentait que les choses allaient bien se passer parce que les délais ont été respectés en termes d'infrastructures délivrables. Et dans le cas des délégations que j'accompagnais, qui ont suivi petit à petit l'organisation des JO, on était dans les délais. Et donc, on a su montrer à travers la planète que la France est un grand pays, et que ça soit sur le sportif, mais aussi dans le secteur privé. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises partenaires ont décidé d'accompagner les JO et de devenir partenaires. En l'occurrence, un partenaire que je connais bien, c'est le groupe LVMH, qui a décidé de surfer sur la vague des JO pour continuer derrière à travailler sur le secteur du sport, que ce soit sur le football, que ce soit sur la Formule 1. Et donc, c'est aussi une fierté d'avoir eu des entreprises partenaires qui ont cru aux JO. Donc, une vraie fierté et une vraie réussite. Voilà. Et pour répondre à ta question, donc moi j'ai suivi beaucoup de délégations effectivement en amont qui venaient visiter parce qu'elles étaient de passage à Paris, parce qu'elles venaient préparer l'accueil de leur délégation, parce qu'elles venaient faire du repérage. Elles sont venues 1, 2, 3, 4 ans avant les Jeux Olympiques et elles ont suivi un petit peu ce déploiement de la force de frappe des JO du COJO. Elles sont toutes reparties, on va dire, post-JO, en se disant mais ça a été des jeux extrêmement réussis, incroyables, et elles ont accompagné la fierté que nous on a eue en France, et elles ont pu porter cette bonne parole en rentrant chez eux, en disant je suis allé à Paris, j'ai vu comment ça s'est passé, et donc entre le ressenti, la surprise qu'elles ont pu avoir ou l'étonnement en amont, et il y a eu une confirmation du fait que ça allait bien se passer, et donc une vraie fierté aussi pour toutes ces personnes ou ces délégations qui sont venues visiter, d'avoir participé à ces JO, donc aussi une vraie fierté aussi pour toutes ces délégations. Voilà. Juste, on est à 12 minutes à peu près. Ah ouais, d'accord, je suis long. Non, c'est juste pour donner un repérage. repérage. Faut me dire. Moi, des fois, je peux partir sur des... Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est bien. Hein. Non, c'est bien. C'était juste pour donner une autre. Très bien, parfait. Si on parle peut-être, avant de parler de l'Inde 2036, un peu plus du Paris FC, quels ont été peut-être les projets et puis les valeurs du club que vous avez mis en avant pendant les JO? Déjà, le Paris FC a été, les répercussions sur les Jeux Olympiques ont été importantes dans la mesure où en fait le Paris FC fait partie de l'écosystème du sport francilien, parisien, de par sa marque, de par son nom. Et donc il y a aussi une très grande fierté d'avoir d'avoir un de nos joueurs professionnels ayant participé aux Jeux Olympiques, et en l'occurrence qui a plutôt bien réussi, c'est notre gardien titulaire aujourd'hui, Obed Nkambadio, et très fier parce que c'est un joueur qui a été formé au club. Et donc ça c'est important de le préciser. Donc c'est un joueur qui a été formé au Paris FC, qui a fait sa formation au Paris FC, et qui a été de manière régulière appelé en sélection nationale, en sélection espoir. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a été appelé par Thierry Henry, le sélectionneur national, à participer aux Jeux Olympiques, et il a gagné. Il a été récompensé d'une médaille de vice-champion olympique, donc avec un très beau parcours. Et donc on a une très grande fierté, nous, au Paris FC, d'avoir un de nos joueurs professionnels qui a représenté les couleurs de la France et qui a bien réussi lors de ces JO, d'autant plus que c'est un joueur formé au club. Voilà. Et donc nous, effectivement, au-delà du Paris FC, lorsqu'on jouait l'année dernière à Charletti, qui est notre stade, le stade a été aussi impacté dans le cadre où il y a eu des événements en amont qui ont été organisés. Je pense par exemple aux Olympiades des arrondissements, qui a été un événement qui avait été organisé par la ville de Paris 2 semaines avant les Jeux Olympiques, où on a pu permettre à des jeunes, à une population
de voir ce qu'allaient être les Jeux Olympiques en termes d'organisation sportive, etc., etc. Et donc on a eu la possibilité, nous, au sein du club, d'avoir notre stade qui a été mis en avant, dans le stade dans lequel on a joué de nombreuses années, et donc on en est très fiers. Voilà. Très bien. Si on passe peut-être sur la candidature de l'Inde 2036, donc là, tu reprends ta casquette franco-indien Ouais. et puis bien sûr expert du monde du sport, mais aussi ta casquette de ta boîte de conseil. Si tu devais conseiller directement l'Inde, toi qui connais bien ce pays, en te basant sur l'expérience de Paris 2024, qu'est-ce que tu recommanderais aux acteurs indiens pour leur candidature? Pour leur candidature. Voilà, On ne parle pas de exactement. vraiment de la candidature. Je pense qu'on peut diviser cette question en 3 étapes. D'abord la candidature, et puis ensuite l'organisation, et ensuite le déroulé, et éventuellement l'héritage. Ouais. Alors, de manière vraiment très modeste et vraiment avec toute l'humilité, je vais difficilement proposer des conseils, mais je peux me permettre de donner mon ressenti, en tout cas, ou mon avis, vraiment dans le cadre d'un acteur franco-indien et aussi étant d'origine indienne, ayant encore beaucoup de familles en Inde et connaissant aussi le monde du sport indien. Je pense que, et toujours sous la casquette aussi Paris 2024, je pense qu'il faut vraiment en amont le plus possible organiser tout simplement, de manière vraiment très simple, un maximum de rencontres entre les acteurs du COJO, du CNOSF, des fédérations qui ont participé, qui ont envoyé les délégations à Paris 2024 et leurs homologues indiens. Ça nécessite une phase de dialogue en amont. Et je pense que c'est à l'Inde d'aller chercher cette information. Donc, ce qui veut peut-être mettre en place une sorte de comité franco-indien dédié à l'organisation de cette candidature. Ce qui veut dire aussi l'accueil et de délégations indiennes en France, afin qu'elles puissent venir visiter, rencontrer, discuter, poser des questions, rencontrer les acteurs privés, publics, les collectivités, les élus, les institutionnels, les dirigeants d'entreprise. Ça veut dire aussi mettre en place un maximum de dialogue entre les fédérations indiennes de sport, quelles qu'elles soient, et leurs homologues français, avec la tutelle du CNOSF, je pense, c'est très important, en s'appuyant bien sûr sur l'expertise et sur le soutien des institutionnels français, que ce soit le ministère des Affaires étrangères, que ce soit le ministère des Sports. Et donc, l'idée, c'est le plus tôt possible initier un dialogue, un échange, des rencontres. C'est le premier, entre guillemets, commentaire que je pourrais avoir. Voilà. Ensuite, je pense que il est aussi important, peut-être qu'on y reviendra, mais d'impliquer, et là peut-être on y reviendra sur la question de la cérémonie et de l'organisation, mais d'impliquer le CIO indien le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'il y a eu en octobre 2023 un événement qui initiait cette candidature à travers la planète, et je pense que il faut que le gouvernement, et aussi bien le gouvernement que l'Union indienne, que les États fédérés, il faudra à un moment dans cette candidature faire une seule voix et ne pas parler d'un État, d'une ville, mais vraiment de tout le pays. Il faut, du côté indien, mobiliser la jeunesse le plus tôt possible, les acteurs sportifs et les États fédérés, pour qu'il y ait un seul et même mouvement national qui soit lancé. Ça, c'est le plus important.
il faut la tutelle du CIO, du côté indien. Et je pense qu'aussi une figure emblématique du monde sportif indien peut être nécessaire comme une sorte de porte-parole de la candidature indienne, un peu comme Tony Estanguet l'était en France. J'ai quelques noms en tête, mais bon, c'est vraiment à l'Inde de réfléchir. Mais incarner, personnifier cette candidature à travers la planète, et à travers des échanges avec les comités internationaux olympiques, c'est plus important, je pense. Là-dessus, une petite question, ça fait écho à une des interviews qu'on a eues avec notamment Slimane. Donc tu as parlé de franco-indien et de faire des communications avec les délégations françaises. Mais il faut savoir que en fait, l'Inde dispose d'une très bonne diaspora dans différents pays. Donc ça ne s'arrête pas que à la France. Bien sûr. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faudrait faire vraiment à l'échelle internationale avec notre diaspora et la diaspora indienne derrière pour communiquer avec la diaspora indienne qui ferait une relation avec les délégations États-Unis, Inde, parce que c'est eux qui vont avoir Los Angeles pour les prochains JO. Pareil pour Londres, pareil pour Tokyo. Est-ce que ça doit être quelque chose qui doit être mis en place vraiment à l'échelle internationale? Je pense que tous les moyens de soft power que l'Inde peut utiliser pour faire passer le fait que la candidature indienne... et il y a un truc qu'on n'a pas précisé, c'est qu'aujourd'hui, l'Inde est le seul pays BRICS qui n'a eu ni ses JO, ni sa Coupe du Monde de football. Donc il y a aussi une vraie volonté du pays de rattraper, entre guillemets, ce retard. Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi aujourd'hui l'Inde n'est pas encore, mais parce qu'il y a d'autres priorités. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard et je pense que 2036, c'est le bon timing. Donc ça, c'est une petite parenthèse que je voulais... c'est important de le préciser parce que la Chine, le Brésil, la Russie, tout le monde a eu ses JO, sa Coupe du Monde, et sauf l'Inde. Et donc ça reste pour le pays encore quelque chose de très marquant. Et donc, je pars du principe que on va dire, toute possibilité de promouvoir la candidature indienne est la bienvenue. C'est-à-dire que ça passe par les réseaux institutionnels, que ça passe par les réseaux privés, ou que ça passe par du soft power, et notamment avec la puissance de frappe et l'intégration de la diaspora indienne dans les pays anglo-saxons, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Afrique du Sud, ou dans d'autres pays qui ont accueilli les Jeux Olympiques, que ce soit à Tokyo, que ce soit au Brésil, de faire de la diaspora indienne des ambassadeurs de la candidature indienne, parce que dans cette diaspora, on retrouve certaines valeurs. Parce qu'un Indien en France, un Indien en Inde, un Indien aux États-Unis, ça reste un Indien, et la culture est toujours la même. Et donc, cette culture, ce message de tolérance, de respect, d'écoute, que les Indiens, que ce soit un ministre, un chef d'entreprise ou une diaspora bien intégrée, je pense que c'est important pour le gouvernement de mobiliser les Indiens en Inde, mais les Indiens à l'étranger, et de leur dire, vous êtes aussi, vous, une sorte d'ambassadeur, et donc, n'hésitez pas à promouvoir cette candidature indienne, dont la façon dont vous êtes le plus apte et le plus à l'aise. Mais oui, et je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut utiliser tous les moyens, et la diaspora fait partie de ces possibilités. Et pour ajouter par rapport à la réponse que tu as donnée, il faut intégrer tous les acteurs, les différents types de partenariats avec les gouvernements ou le privé. Est-ce que tu as des acteurs en particulier en tête pour s'approcher? Des acteurs français ou pas Plutôt, que? Ouais, pas que, d'accord. Ouais. Déjà, je pense que le premier acteur du côté indien à mobiliser, ça reste par définition le CIO, le comité olympique indien, autant pour moi.
c'est le premier étendard qui va porter la candidature. Après, il faut bien sûr impliquer le ministère des Sports et le ministère des Affaires étrangères indiens dans le cadre de cette candidature du côté indien. Ensuite, il faut mobiliser, je pense, un maximum de fédérations indiennes, qu'elles soient au niveau de l'Union ou de chaque État fédéral, mais il faut mobiliser un maximum d'acteurs du côté indien. Ça, c'est le premier point. Du côté français, je pense que les acteurs sur lesquels il faut vraiment mobiliser, et en tout cas avec qui il faut mettre en place un partenariat, une discussion, c'est dans un premier temps bien sûr le CNOSF. Je pense que dans le cadre, c'est la mission et la vocation du CNOSF qui englobe toutes les fédérations indiennes, françaises de sport, qui va être vraiment le premier acteur avec qui la candidature indienne doit parler, doit s'impliquer, doit échanger. Mais pour autant, je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut aussi, de manière que chaque fédération indienne discute avec son homologue français, que ce soit la fédération française de cricket, de football, de tennis, ou etc. Donc, englober un maximum de fédérations françaises. Et après, je pense à certains acteurs aussi, que ce soit par exemple, je pense que l'INSEP aussi, l'Institut national du sport doit être intégré. C'est là aujourd'hui que les meilleurs sportifs français sont formés. Et donc, envisager des relations, des communications, accueillir au sein de l'INSEP, qui est vraiment inconnu comme un acteur mondial en termes de référence de formation des sportifs, ce qui veut dire de la nutrition, ce qui veut dire de la performance. Et quel que soit le sport, je pense que l'INSEP a vocation d'accueillir des délégations indiennes, et pourquoi pas, du côté indien, s'inspirer de l'INSEP pour créer une sorte d'INSEP à l'indienne. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'Inde ? C'est pas je pense pas que ce soit les talents, le talent. C'est surtout un manque d'infrastructure. C'est un manque d'infrastructure qui passe par le fait qu'aujourd'hui, et je dis les choses de manière aussi transparente, dans laquelle je pense, le sport n'est pas encore, comme peut l'être dans les pays, comme en tout cas en France, inclus comme dans le système éducatif à part entière. Et c'est un gros problème. Il faut que justement l'Inde considère que le sport est une discipline comme peut l'être la médecine, peut être l'ingénierie, ou les TIC, ou l'intelligence artificielle, sur lequel un enfant peut s'exprimer et s'épanouir et réussir. Et donc ça, c'est de l'éducation, c'est de la mentalité. Et donc, le sport, et ça, je mets toujours à côté le cricket. Le cricket, c'est différent. Voilà. Mais il y a aujourd'hui en Inde beaucoup de talents. Et c'est qu'on ne leur donne pas la chance de pouvoir s'épanouir dans le sport. Et donc, ce qui veut dire investir beaucoup en termes d'infrastructures, des infrastructures sportives. Ce qui veut dire que lorsque c'est la mousson en Inde, il faut avoir un gymnase. Pour pas pouvoir aller jouer. Quand il fait trop chaud, il faut un gymnase. Il faut des infrastructures qui soient à la qualité de la candidature indienne. Et ça, c'est un vrai défaut, un vrai manque. Et donc, mais d'autant plus que sur les événements que l'Inde peut organiser, elle réussit, que ce soit la Coupe du Monde U17, que ce soit la Coupe du Monde d'échecs, que ce soit les Jeux du Commonwealth, il y a une expertise, mais il faut monter en puissance en termes d'organisation et d'infrastructures sportives. Et derrière arriveront les infrastructures autoroutières, ferroviaires, etc. Mais il faut dès maintenant avoir les meilleures installations, et je pense que le stade à Ahmedabad est l'une des bonnes choses. Il faut s'appuyer sur l'existant, parce que le cricket réussit plutôt en Inde et que l'existant est plutôt bon. C'est très bien organisé, mais il faut aller maintenant sur d'autres disciplines que le cricket. Donc les infrastructures sportives, c'est vraiment la priorité. Et ça peut se faire en coopération avec des entités, les homologues français, où la France est très bon en matière d'organisation d'événements. Voilà. Effectivement, on a eu un séminaire ou une conférence avec un organisateur de Olympique JO à Paris, et elle a dit que c'était
l'un des moyens de promouvoir les valeurs sportives en France. Ça existe déjà, mais JO a permis de aussi encourager plus de jeunes d'aller plus loin, d'aller plus dans le monde du sport. Donc c'est aussi la chance pour l'Inde. Tout à fait. Vraiment. Et exactement. Et je suis tout à fait d'accord. Il y a eu une sorte de vague après les JO en France, où vous regardez le nombre de licenciés de judo a considérablement augmenté. Le nombre de personnes qui s'est dit je vais aller faire de la natation parce que Léon Marchand a gagné, parce que Teddy Riner a gagné. Et donc ça a permis de mettre un focus sur des sports qui n'étaient pas forcément très bien promus. Ça a permis de faire passer certaines valeurs du sport, que ça soit la mixité, la parité, la diversité, l'inclusion, où on s'est retrouvé dans ces valeurs du sport pendant cet été, où tout le monde s'est dit c'est génial, vive le sport, et voilà. On a senti un pays extrêmement soudé, et je pense que c'est un des points sur lesquels l'Inde peut s'appuyer, parce que effectivement, ça va permettre aux Indiens, cette candidature, si elle est retenue, de se mettre au sport, de pouvoir s'épanouir en faisant autre chose que du cricket, du tennis, de la natation, du football, du judo, de découvrir d'autres sports et surtout de permettre à des talents indiens d'éclore à travers cette candidature parce qu'on leur donne leur chance et que c'est chez eux et que c'est en Inde, et d'être fiers de pouvoir réussir en Inde. Et voilà, on l'a bien vu parce qu'il y a aussi eu des médailles indiennes. Je pense au tir, je pense. Voilà, et donc l'idée c'est vraiment dès maintenant, le plus tôt possible, de mettre en place quelque chose pour aller promouvoir le sport comme un vecteur d'épanouissement personnel, mais aussi de réussite. Voilà, collectif et individuel. Et ça va permettre aussi aux Indiens de dire bah oui, je peux aller faire du sport et c'est bon pour moi, et voilà, et je peux réussir dans le sport aussi, effectivement. Juste un problème que je vois, c'est comment faciliter la communication entre les Indiens et les Français. C'est un problème qui date depuis très longtemps, ça. Je pense que... Alors, j'ai envie de dire une chose, c'est que la communication est meilleure depuis un certain nombre d'années que par rapport à il y a quelques années. Pourquoi ? Parce que la nouvelle génération française de managers, d'ingénieurs, de dirigeants est une génération qui voyage. C'est une génération qui parle anglais. C'est une génération qui s'intéresse. Avec tout le respect que j'ai sur l'ancienne génération de managers ou de dirigeants qui ne parlaient pas forcément anglais. Mais cette nouvelle génération, ce sont une génération qui a fait de très bonnes écoles, à l'université, des écoles de commerce, d'ingénieurs, très bien formés, qui ont fait leur stage à l'étranger, des VIE, des VIA, qui ont beaucoup de... Donc, c'est une génération française beaucoup plus ouverte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que là, du côté indien, il y a aussi une meilleure visibilité de la France, où beaucoup d'Indiens, d'étudiants étrangers, allaient en Angleterre, aux États-Unis, parce que leurs parents avaient des connexions, parce qu'on est sur des pays anglo-saxons. Mais aujourd'hui, les formations françaises, pas forcément élitistes, mais les universités, sont aussi extrêmement internationalisées. Donc des diplômes anglais reconnus. Ce qui fait que ça devient plus attractif pour des étudiants indiens qui viennent, qui sont formés ici et qui décident de rester. Donc ce qui fait qu'il faut dire les choses, la communication est peut-être un problème, mais elle est meilleure qu'il y a quelques années. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, communiquer, c'est toujours difficile, mais communiquer, on se comprendra mieux si on se rencontre plus, si on se voit plus, si on se dit les choses, et si on dit, voilà, je viens vers toi, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider ? Ou de manière très simple. Je pense que les relations économiques, les relations culturelles, éducatives, scientifiques, sont très bonnes entre les deux pays. L'Inde et la France sont des partenaires stratégiques. On va fêter l'année prochaine l'année de l'innovation entre l'Inde et la France. Il y a une très bonne entente. Il faut surfer sur ça pour aller sur d'autres secteurs, et donc le sport. Et donc, ce qui veut dire plus d'événements franco-indiens, ça veut dire plus de délégations, plus d'étudiants, plus de chercheurs. Et donc, toutes les initiatives plus
plus on aura d'initiatives franco-indiennes, plus le dialogue sera meilleur. Et c'est vraiment la nouvelle génération dont vous faites partie qui a vocation justement en tant que young leader, de renforcer ces liens et justement de dire, bah, écoutez, nous, on trouve, et de faire remonter les problèmes de votre côté en disant, bah, nous, on trouve qu'on devrait faire ça, et c'est à vous de prendre vos responsabilités et de mettre sur la table les choses qui vont, mais les choses qui vont pas. Donc, il y a des problèmes de communication, ils sont quand même beaucoup moindres qu'avant, mais pour les réduire, il faut continuer à discuter, à dialoguer, à parler, à faire la fête, voilà. Parfait, merci beaucoup. On est à 36 minutes, donc si vous voulez rajouter une question, je pense que c'est bon. Ok. Je sais pas. Et Jérémy, est-ce que tu as une... Non, mais c'était très complet. J'ai bien aimé cette analyse, tant sur la partie française que la partie indienne. Non, bon, c'est très bien. Merci. Merci à vous. oui, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si tu as peut-être quelque chose à rajouter. Une question qu'on n'aurait pas posée, un conseil particulier à donner. Je pense que vous avez été vraiment très, très exhaustif, très large sur les questions. J'ai juste une question, mais est-ce que, c'est plus par rapport à votre délégation, vous avez, vous, un young leader ou une young leader qui est dans le secteur du sport cette année? Non, je pense pas. Non. Eh bien, je pense qu'il faudrait, sur les prochaines délégations, voilà, avoir quelqu'un du monde sportif, ça peut être intéressant aussi. Ça, il faudra en parler au jeu ou au comité de sélection. Mais ça peut être intéressant, surtout si vous prenez ce sujet. Mais sur le précédent comité, il y en a un qui a organisé le Tour de Tare. Je sais pas si tu vois. Non. C'est quoi? Alors, il s'est basé sur le Tour de France, mais l'Inde a voulu répliquer ça. Du coup, il y a une collaboration franco-indienne D'accord. dessus. Et du coup, ça s'appelle le Tour de Tare. Du coup, il y a D'accord. toute Non, la je sais pas délégation française autour du Tour de France qui est partie en Inde, qui organise ça, qui aura lieu juste après notre passage à Bangalore. Donc, nous, on est invités aussi pour y aller. Et du coup, notamment Decathlon qui sponsorise cet événement-là. D'accord. Mais, C'est une bonne chose, oui, c'est bien. Non, voilà, c'était le petit commentaire. Je pense qu'effectivement, dans la mesure où c'est un sujet que vous parlez de coopération France-Inde, ça aurait été sympa d'avoir un young leader dans le secteur du sport, quoi. Bon, c'est comme ça, mais voilà. Et puis non, je pense que moi, j'espère et je crois de tout cœur à une candidature indienne parce que ça va permettre au pays de se développer. C'est un booster phénoménal. On le voit même sur la France, sur les infrastructures parisiennes, qui sur des métros qui auraient dû naître dans 20 ans, on a une deadline qui est mondiale, ça donne une telle notoriété avec des projecteurs qui sont braqués sur une ville, et donc du coup c'est un booster Exactement. C'est sur des infrastructures focus. qui n'ont jamais vu le jour. Effectivement, ça va permettre au pays de promouvoir sa richesse touristique, culturelle, de casser certains clichés, certaines fausses images que les médias peuvent refléter du pays. Ça va permettre de montrer la haute technologie indienne à travers la planète. Ça va permettre de démontrer l'intelligence de la jeunesse indienne. Ça va permettre de montrer que l'Inde est un pays accueillant, bienveillant, qui repose sur des valeurs de tolérance, de respect. Et je pense qu'à travers les valeurs du sport, il n'y a rien de mieux que de pouvoir promouvoir cet aspect de l'Inde que la planète ne connaît pas encore, que la population occidentale ne connaît pas encore, qui s'arrête trop à des fausses images, clichés. Donc voilà. Et donc je pense que, et c'est pour ça que je pense que la France a aussi un grand rôle à jouer dans le cadre du soutien de la candidature de l'Inde, au-delà des aspects amicaux qui existent entre les dirigeants, les deux pays. La France a une vraie richesse en matière de formation, d'expertise, de savoir-faire sportif, d'organisation d'événements. Et c'est aussi une occasion pour le pays de se développer et d'aller chercher aussi, d'un point de vue business, des marchés en Inde.
mais c'est du gagnant-gagnant pour les deux pays. Voilà. Et tout à l'heure, tu disais que c'était le seul pays qui avait, de la part des BRICS, qui avait pas eu encore les Jeux Olympiques. Comment tu l'expliquerais du coup C'est une très bonne question. C'est du fait que je pense, c'est un point de vue d'éducation. C'est aujourd'hui, c'est mon avis, hein, d'accord? Je suis pas là à donner voilà, c'est mon avis. Aujourd'hui, et c'est normal, aujourd'hui l'Inde a d'autres priorités que le sport. C'est normal. Il y a la réduction de la pauvreté, il y a un dynamisme économique à avoir pour développer les infrastructures. Et donc, ce qui fait qu'à un moment, il y a eu des choix qui ont dû être faits. Et elle s'est peut-être trop reposée sur ses lauriers, sur le sport unique roi qu'est le cricket, en disant on est le cricket, on est champion du monde, voilà, mais il y a d'autres sports. Et le problème, c'est que c'est aussi un problème d'éducation, de mentalité, voilà. Et je pense que c'est une responsabilité collective, que ce soit le gouvernement, les institutionnels, que le privé. Certaines familles ne vont pas vouloir envoyer leurs enfants faire du sport parce que, pour telle ou telle raison, ou va plutôt envoyer faire passer le samedi dans un mall à dépenser, voilà, qu'aller faire. C'est pas culturel encore. Et je pense que aujourd'hui, ça doit devenir culturel. Et c'est du soft power. Ces pays aussi, Brésil, Chine, Russie, ont fait du sport un vrai soft power. L'Inde ne l'a pas fait, outre le cricket, commence à le regretter et s'est dit, bah, faut peut-être que j'organise maintenant mes Jeux Olympiques, il faut peut-être que j'y aille, et donc maintenant commence à faire les choses. C'est une manière de communication aussi. C'est une manière de toutes communication. les valeurs que le sport exactement. véhicule. Exactement. Et je pense de manière profonde que l'Inde peut devenir un pays de sportifs. Il le sera. Mais il faut qu'il y ait un soutien collectif, un soutien privé, et pas forcément que du privé. Pas que de Reliance, pas que de... Voilà, il faut aussi que le gouvernement, et quand je dis gouvernement, c'est l'Union indienne avec les États fédérés. Il faut que chaque État fédéré ait les mêmes moyens que le Maharashtra, que le Tamil Nadu, et c'est comme ça que la jeunesse indienne va pouvoir se sentir dans un cadre en disant, bah voilà, je peux m'épanouir aussi avec le sport. Et donc c'est aussi une question politique. Et d'ascenseur social aussi. Et d'ascenseur social. Aujourd'hui, le sport en France, tu le vois bien, est un vrai vecteur d'ascenseur social. Et je sais qu'un Indien qui réussira dans le sport n'oubliera pas d'où est-ce qu'il vient. De par sa famille, de par de son environnement. Et donc, c'est aussi des ambassadeurs que le... Mais il faut les former. Et former, ça veut dire de l'argent, ça veut dire... Voilà, infrastructure, exactement. Et en parlant de soft power, l'acteur Decathlon, on en parlait, a eu déjà un impact phénoménal en Inde sur le secteur de l'outdoor, de la marche, de la randonnée, du camping, etc. Qui est en train de, qui est en train de changer les mentalités. Alors, Decathlon, c'est aussi parce que il y a une filiation spatiale particulière de l'ancien directeur général monde de Decathlon avec l'Inde. C'est quelqu'un qui a misé dès le début sur le marché indien et qui a décidé d'implanter le siège monde de Decathlon de nombreuses années à Bangalore. Parce qu'il avait une histoire particulière avec l'Inde et qu'il avait anticipé un petit peu, il s'est dit je crois dans le marché indien. Et c'est parce que le dirigeant a su croire dès le début au développement du sport, notamment familial, et de l'équipementier en Inde que ça a marché. Mais effectivement, Decathlon est une vraie success story et a encore de très 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 longues années devant elle sur le marché indien, effectivement. Merci. Merci. Ok, on coupe là pour